Ça y est, nous sommes en 2023, ce qui signifie que je suis en retard sur mon planning de fin d'année. Car oui, il y a quelques jours, je vous sortais mon flop 10 des films d'horreur sortis en 2022, que vous avez d'ailleurs plutôt bien accueilli, merci pour ça. Et forcément, il est temps d'enchaîner avec plus de positivité, avec le top, cette fois, des films d'horreur sortis cette année. Enfin, l'année dernière. Enfin, t'as compris quoi. Et il me faut, comme d'hab, rappeler les précautions d'usage, très importantes sur YouTube. C'est un top 10. Avec un peu de triche, mais j'y viens. Ce n'est pas parce que votre film préféré n'y figure pas qu'il faut être très triste ou très fâché. Puis l'idée, comme d'habitude, c'est que j'espère bien vous faire découvrir 2-3 œuvres différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, rangez les cailloux et n'hésitez pas à donner vos propres tops dans la joie et la bonne humeur dans les commentaires. Le top fut particulièrement difficile à faire cette année et j'ai dû écarter des films que j'ai beaucoup aimés comme Crimes of the Future de Cronenberg ou La Abuela de Paco Plaza. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, encore une fois, mais j'aime bien me plier à l'exercice du top 10 et celui-ci, il veut qu'on fasse des choix. Bon, par contre, comme souvent dans le passé, j'ai un petit peu triché et j'ai un 10e ex aequo, donc il y a 11 films dans mon top 10. Et oui, je respecte pas mes propres règles, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai trop parlé, on passe tout de suite au classement subjectif et on commence avec la double 10e place. Donc, bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce top 10 des films d'horreur sortis en 2022. On commence avec un long métrage polonais disponible sur Netflix et qui n'est autre que la dernière pépite de Bartosz M. Kowalski, déjà responsable des deux Nobody Sleeps in the Woods Tonight dont j'ai parlé sur la chaîne, en tout cas pour le premier. Et si vous n'aviez pas aimé le côté hommage parodique du slasher/survival et cette histoire d'amour entre monstres un petit peu bizarre, sachez que, encore une fois, l'abîme de l'enfer vous emmènera dans un univers complètement différent. Nous y suivons un policier qui va infiltrer un monastère isolé pour y enquêter sur d'étranges disparitions. Évidemment, ce qu'il va trouver sur place va l'horrifier pour toujours et son enquête va vite se retrouver étroitement liée à une prophétie effrayante qui va sceller son destin. Vous voilà peut-être intrigué, ou alors vous avez l'impression que je vous parle d'un film similaire à des dizaines d'autres. Et c'est là que l'abîme de l'enfer est mémorable. Comme pour ses projets précédents, Kowalski va réussir à détourner certains codes liés à la figure du démon, celle du culte maléfique ou même de la possession, tout simplement, pour faire sortir le spectateur de sa zone de confort et le mettre mal à l'aise. Tous les éléments de l'intrigue sont assez classiques, voire même clichés, mais sont assez bien utilisés pour vous tenir en haleine tout le long de cette petite histoire sans prétention et prendre nos attentes de spectateurs à contre-pied. Mais c'est avant tout au niveau esthétique et de son atmosphère, toutes deux totalement réussies ici, que l'abîme de l'enfer surprend vraiment. Ce monastère issu d'un autre âge et ses occupants respirent la saleté, la maladie, la souffrance et bon nombre de plans vous feront grimacer et perdre l'appétit. Les idées visuelles liées à la possession vont bien plus loin que ce que nous avons l'habitude de voir et je pense notamment à certains insectes bien dégueulasses, eux aussi. Puis, nous avons ce final apocalyptique, et c'est rien de le dire, juste grandiose, une parfaite illustration de l'inversion maléfique que nous avons en tête quand on pense au mal dans le christianisme, au cinéma. Et enfin, nous avons droit à une introduction qui vous rappellera le final de The Omen, et c'est logique, puisque c'est quasiment elle, plan par plan. Et cela vous donne quelques indices sur le film, donc j'en ai déjà trop dit. Un film dont on n'a pas assez parlé cette année, selon moi, est très clairement le haut du panier de l'horreur netflixienne. Changement d'atmosphère radical avec ce numéro 10 bis, qu'est Nani, de Nikiato Jusu, et qui n'est ni plus ni moins que le tout premier film d'horreur à remporter le grand prix du jury de Sundance, et c'est déjà plus que pas mal. Nous y suivons Aïcha, une maman sénégalaise fraîchement arrivée aux États-Unis, qui trouve un boulot en tant que nounou pour une famille aisée locale, et essaye de gagner de l'argent rapidement pour pouvoir faire venir son petit garçon le plus vite possible, malheureusement resté au pays. Et plus le film avancera, plus une angoisse indescriptible va s'emparer d'Aïcha et se manifester sous différentes formes que l'on peut plus ou moins rapprocher de cauchemars. Sans aucun doute possible, quelque chose projette de se dresser entre elle et son rêve de recommencer sa vie aux États-Unis, de connaître le fameux rêve américain. Et c'est d'ailleurs de cette première idée que viendra l'horreur la plus importante du film, la réalité du parcours qui mène à cette idée du rêve américain avec l'injustice, le racisme, la solitude et surtout l'exploitation.
Professionnelle bien sûr, quasiment en tant que servante qui doit obéir au doigt et à l'œil, avec une patronne qui ne lui paye pas la totalité de ses heures et qui a un comportement un peu passif-agressif avec elle, tente de l'utiliser pour espionner son mari, etc. Et en tant qu'objet de désir, par rapport à ce mari, justement, qui se montre plus aimable que sa femme, mais n'attend qu'une opportunité de transformer leur rapport chef-employé en rapport sexuel. De nombreuses scènes a priori anodines viendront donc transmettre au spectateur les multiples émotions de plus en plus négatives qui vont assaillir Aïcha, qui garde son objectif en tête pour tenir. Et cet objectif est grandement lié à sa condition de mère, bien sûr, une thématique brillamment exploitée par le film, aussi bien à travers ses multiples métaphores que de façon plus premier degré. Toutes ces idées rendent le film très riche, mais également très poétique par moments et très critique à d'autres occasions. Mais je ne saurais en parler sans évoquer le talent de ses comédiens, avec Anna Diop en tête de liste, bluffante, et surtout la beauté du film. Sa photographie, son éclairage et certaines scènes très oniriques vous embarqueront sans problème dans un récit pourtant très lent et peu spectaculaire dans l'idée. Un tour de force des plus surprenants. Nouveau changement d'ambiance et direction l'Iran pour le premier long métrage de Arsalan Amiri que j'ai eu la chance de voir au BIF et qui a fait pas mal parler durant son parcours en festival. Il nous raconte l'histoire de Massoud, un policier qui tente d'apaiser la situation dans un étrange village isolé, très loin des grandes villes du pays et duquel les habitants particulièrement superstitieux ont souvent recours à des actions très violentes pour se protéger de prétendus démons. Or, notre policier est plus moderne, plus terre-à-terre, de même que son amoureuse, la doctoresse du village, mais qui est partisane de laisser les villageois croire à leurs superstitions tant qu'ils ne font de mal à personne. C'est dans son combat pour les raisonner que Massoud va se retrouver en quelque sorte aux prises avec un exorciste capable d'enfermer des démons, bien sûr invisibles à l'œil nu, dans des bocaux. Et je m'arrête là au niveau de l'histoire, qui est finalement assez bizarre sur papier. Les multiples intérêts du film sont ailleurs. Déjà, le film ne nous dira jamais vraiment si ces démons existent bel et bien, et si cet exorciste a de véritables pouvoirs, si c'est un charlatan complet, ou s'il croit avoir des pouvoirs qu'il n'a en fait pas. Et cette incertitude proposée au spectateur va bien sûr peu à peu gagner nos personnages, à commencer par notre héros, policier pourtant moderne, qui va voir sa foi, ou plutôt son manque de foi, ébranlé par un simple bocal en apparence vide, très symbolique de ses croyances d'un autre âge qui paralyse sa région et cause tant de souffrance, notamment à travers les actes des villageois qui vont jusqu'à tirer sur leurs enfants pour que les démons qui les possèdent s'échappent de leurs plaies. L'ignorance et l'obscurantisme sont les grands antagonistes dans ce film et sont probablement plus terrifiants que tous les démons imaginés dans le cinéma jusqu'ici, car ils sont bien réels, ceux-là. Cela débouchera sur un dernier acte étouffant en termes de tension, une tension qui va crescendo et arrive à nous tenir en haleine pendant une scène pourtant extrêmement longue, jusqu'à la délivrance finale, forcément douloureuse. Mais en plus, vu la situation actuelle en Iran, le film résonne de façon encore plus réaliste, encore plus importante même, puisque son intrigue se construit sur un discours toujours plus d'actualité, pour le plus grand malheur du peuple iranien. D'ailleurs, ce récit se tient en 1978, un petit peu avant la révolution iranienne, un symbole des plus puissants. Un film qui parle de possession démoniaque sans jamais virer au fantastique, dans lequel la menace, pourtant terrifiante, ne pointe jamais le bout de son nez. Un tour de force, à mon sens. Nous revenons en Europe, et plus précisément aux Pays-Bas, pour de la folk horror, et un film d'épouvante à première vue sans doute plus classique que les films dont je vous ai parlé juste avant, et réalisé par un futur maître de l'horreur, Nico van den Brink, qui est en ce moment même en train de bosser sur des films pour James Wan et Sam Raimi, rien que ça. Moloch nous fait suivre Buttrick, mère d'une petite fille qui vivent toutes les deux avec ses propres parents en pleine campagne hollandaise, au bord d'une tourbière. Un soir, un inconnu et pris de folie entre dans leur maison et tente de les agresser. Buttrick essayera de comprendre cet acte incompréhensible et se rendra compte que sa propre famille est au cœur d'étranges histoires liées à une légende locale effrayante et qu'elle est probablement en danger. Le tout alors que sont découverts dans la région des dizaines de cadavres de femmes momifiées. Voilà un programme des plus rassurants, ça va sans dire. Dans la forme, il est clair que Moloch est beaucoup plus classique que les deux films précédemment évoqués, et ça n'est pas un point négatif en soi, surtout que cette forme est tout à fait maîtrisée. Un récit sous forme d'enquête simple, suffisamment bien écrit pour tenir le spectateur en haleine, appuyé par une mise en scène fonctionnelle, prompte à entretenir le mystère et à provoquer l'angoisse. Car oui, la force principale de Moloch, c'est son efficacité. La menace ne se fait vraiment connaître qu'à la toute fin du film, et pourtant, elle plane sur tout le métrage, et se manifeste par tout un tas de moyens aussi déjà vus que parfaitement employés.
Très peu, voire quasiment aucun jumpscare, juste une ambiance lourde propre à la folk horror, avec cette sensation de danger qui vient de l'intérieur et de présence de forces surnaturelles contre lesquelles on ne peut pas lutter. L'éclairage maîtrisé et les comédiens tenant à la perfection leur rôle de campagnards rugueux, et pour cause, beaucoup en sont réellement, viennent s'ajouter aux ingrédients nécessaires à une tambouille bien effrayante. Pour finir, nous avons droit à quelques plans tout droit sortis d'un cauchemar qui vous glaceront le sang et risquent de vous rester en tête pendant un sacré bout de temps et qui permettent de faire passer Moloch dans une autre dimension et d'en faire l'un des meilleurs représentants de la folk horror, un petit peu revenu à la mode depuis Midsommar, de ces dernières années. Moloch est donc effectivement très classique, mais allie ce classicisme avec de l'ingéniosité dans sa mise en scène et sa narration. Donc, je recommande chaudement. Nous restons en Europe, plus précisément en Serbie, pour cette coproduction serbo-anglo-australienne, premier long métrage de l'australo-macédonien Goran Stolevski. You Won't Be Alone, qui se déroule aux alentours d'un village de montagne macédonien au 19e siècle et nous raconte l'histoire d'une adolescente enlevée quand elle était encore bébé par une sorcière, puis élevée par elle à l'écart de la civilisation. Désormais jeune adulte et curieuse de savoir comment les humains ordinaires vivent, elle quitte sa mère adoptive et s'infiltre dans le village en prenant la place d'une victime grâce à ses pouvoirs. Et si l'intrigue est particulière, vous avez probablement déjà noté, avec les images qui défilent, qu'esthétiquement, You Won't Be Alone, c'est vraiment très, très joli. Alors certes, je dois préciser que si vous êtes en manque d'action, ce n'est peut-être pas un long métrage fait pour vous. Il est très lent, très contemplatif, très humain. Mais si vous vous laissez embarquer par cette jeune sorcière, vous ne regretterez pas le voyage. Évidemment, une jeune sorcière qui vient voir de plus près comment les humains vivent, c'est la porte ouverte à tout un tas de symboles et de discours, et c'est le cas. Le désir d'émancipation, de liberté par exemple, est bien présent, avec cette jeune fille jalousement gardée par sa mère à l'écart du village, sous prétexte que les humains, et surtout les hommes, leurs mœurs, le sort qu'ils réservent aux femmes de leur communauté, leur vision bien à eux de la liberté, sont dangereux pour elle. À bien des niveaux, ce You Won't Be Alone me rappelle le film serbe Leptirica que j'ai commenté dans mon émission Cinéma Interdit. Une ambiance poétique très similaire avec ses décors naturels des Balkans, ce personnage féminin en quelque sorte victime de sa condition, dont la nature monstrueuse cache quelque chose de plus triste. Puis, j'adore le personnage de la sorcière, joué par Anna Maria Marinka, au design vraiment bien pensé et qui m'a tout de suite permis d'embarquer dans le film, content de me retrouver face à un tel protagoniste à la fois effrayant et touchant. Enfin, il faut bien sûr saluer la qualité de la mise en scène de Stolevski, très précis dans ses choix d'angle, d'objectifs ou de mouvements de caméra, qui contribuent bien sûr à la beauté du métrage, mais également à l'étrangeté qu'il dégage. Assurément un conte moderne de grande qualité, avec toute la féerie et la terreur que cette dénomination peut sous-entendre, que je vous recommande avec grande joie si vous êtes prêt à vous laisser dépayser. Foncez! Allez, on enchaîne avec un film que j'ai eu la chance de voir au Offscreen Festival en présence de son réalisateur, l'Autrichien Johannes Grenzfurthner, et bien sûr désolé pour ma prononciation approximative. Masking Threshold est un petit bijou d'ingéniosité, un high concept casse-gueule qui aurait pu très facilement finir en pétard mouillé, mais pourtant maîtrisé de bout en bout avec un rythme aux petits oignons qui va crescendo et qui finit par devenir haletant et installe une tension des plus efficaces, alors que tout ou presque est filmé à la première personne et c'est quand même une sacrée performance. Pour que vous compreniez mieux, nous suivons un jeune homme informaticien reclus aux idées noires sur le monde et la société, réaliser un certain nombre d'expériences pour tenter de soulager sa prétendue déficience auditive. Il est narrateur du film et nous partage donc ses pensées les plus sombres, tandis qu'il s'enfonce de plus en plus dans sa solitude et en parallèle, dans sa folie. Nous avons droit ici à une atmosphère très spéciale, mélange de style ASMR de YouTube et sombre théorie des subreddits préférés de Feldup, couplé avec cette espèce de chute mentale très Lovecraftienne dans laquelle nous l'accompagnons. L'un des tours de force du film est qu'au début, nous avons de la compassion pour ce personnage socialement en difficulté, aux réflexions humaines et tout à fait compréhensibles, mais dont le comportement et les idées vont progressivement dégénérer jusqu'à un point de rupture où il va passer de protagoniste un petit peu pitoyable mais attachant, à terrifiant marginal paranoïaque et conspirationniste qu'on espère voir stopper le plus rapidement possible avant qu'il ne fasse réellement mal aux rares personnes qui viennent parfois lui rendre visite, comme des livreurs, une voisine, des parents. Et bien sûr, il finira bien par basculer de façon aussi horrible que spectaculaire. Masking Threshold est ingénieux à tous les niveaux. Dans sa forme, sa narration, son sujet, il se rapproche beaucoup du cinéma extrême si cher à mon cœur, tout en lorgnant du côté du ciné expérimental. Avec un petit côté réaliste qui peut faire penser
Au premier abord, un found footage, mais sans l'esthétique dégueulasse et les contraintes de la forme. Masked Threshold est vraiment une petite pépite, tournée avec environ 20 000 $, ce qui ne fait qu'accentuer encore plus le respect que j'éprouve pour son réalisateur, dont je refuse d'écorcher le nom une seconde fois. Bref, du grand art. Il est temps de retourner en Asie, mais en Corée du Sud, cette fois, avec une anthologie horrifique, encore une forme particulière de long métrage. Ghost Mansion de Jo Ban-reun nous fait suivre un jeune journaliste qui enquête sur un immeuble à appartements prétendument hanté. Il va commencer par interroger le présumé concierge qui va lui raconter quelques histoires étranges liées à l'endroit, mais rapidement, notre personnage principal va lui-même se retrouver lié à cet immeuble sordide. Et bien entendu, vous constaterez que nous partons sur une histoire relativement basique de maison hantée qui utilise son format de film à sketch pour proposer plusieurs cours hyper efficaces aux intrigues originales et effrayantes qui n'auraient sans doute pas tenu la distance sur un long métrage complet, mais qui dans ce cadre-ci font parfaitement le taf. À la limite, le fil rouge est peut-être le point faible de Ghost Mansion, tant c'est un prétexte pour relier toutes les histoires entre elles, mais tout le reste est d'un très haut niveau. En termes d'épouvante, on tient le haut du panier de l'année, avec quelques scènes vraiment très angoissantes et quelques plans purement terrifiants, qui ont le potentiel de vous rester longtemps en tête. Je repense par exemple à cette scène durant laquelle une jeune fille croit parler avec son copain dans la salle de bain, dont on voit la silhouette à travers la porte vitrée et qui répète la même phrase en boucle, tandis qu'un transistor passe une musique qui devient de plus en plus creepy, jusqu'à ce que le véritable copain entre seulement dans l'appartement à ce moment-là. Un moment bien angoissant, croyez-moi. Ce genre de scène très bien pensée au niveau de son traitement sonore ou de sa mise en scène nous permet de fermer les yeux sur quelques ficelles un petit peu plus grossières, telles que des jumpscares parfois un peu nazes et un peu gratuits, qu'on oublie heureusement bien vite. La direction artistique du film est également à souligner, avec cet immeuble bien glauque comme il faut, ses habitants qui ont tous leur propre histoire et personnalité, et bien sûr ces éléments surnaturels au design appréciable, qui nous donnent donc un long métrage à l'univers parfait pour se faire peur. Ghost Mansion est un petit peu l'héritier coréen de Creepshow, avec ses histoires qui se terminent souvent mal et où les mauvaises intentions et mauvais comportements des personnages sont presque toujours punis, au centuple, pour notre plus grand plaisir. Bref, un très bon film d'épouvante à la K-horror et un univers que je vous conseille chaudement de visiter. Bon, il est quand même temps d'aller faire un petit tour du côté des États-Unis, avec la dernière sortie de ce bon vieux Jordan Peele, dont j'ai, personnellement, apprécié tous les films. Et je me demande même si ce Nope, toujours aussi clivant que ses œuvres précédentes, n'est pas mon préféré de sa filmo, pour le moment. Le fait est que le film est extrêmement riche, hyper généreux, fourmi d'idées plus intéressantes les unes que les autres. Il nous fait suivre un jeune homme et sa sœur, propriétaires d'un ranch isolé en Californie, qui vont s'échigner à essayer de capturer des images d'une présence extraterrestre après que des objets soient tombés du ciel sur leur terrain à plusieurs reprises. Comme toujours avec Peele, il y a plusieurs niveaux de lecture à Nope, tous passionnants, et il peut tout à fait s'apprécier pour son intrigue de SF au premier degré, avec son monstre qui met beaucoup de temps à apparaître véritablement, ou plutôt à révéler sa vraie nature, mais dont la menace plane tout de même sur la totalité du métrage. D'ailleurs, le monstre, dans son design, est hyper intéressant et est assez effrayant en définitive. Totalement réussi à ce niveau-là. Puis, il y a le discours du film sur le cinéma, notamment hollywoodien, ce n'est pas pour rien si l'intrigue se tient en Californie, et sur la souffrance que ce milieu, cette activité, ce business a pu provoquer. Déjà, la démarche de nos personnages qui essayent absolument de filmer la présence extraterrestre ne laisse planer aucun doute sur le parallèle que l'on peut faire avec le cinéma et les difficultés, le challenge que peuvent représenter la mise en boîte d'un film, représenté par cet antagoniste. Nous avons ces espèces de forains qui exploitent littéralement le cinéma avec leurs shows auxquels ils essayent de faire participer la chose, qui finissent par en payer le prix fort. Même chose avec tous les flashbacks sur le singe et la série qui le mettait en scène, qui a terminé en authentique carnage, ou les hurlements qu'on peut entendre à certains moments qui m'ont glacé le sang, symbole de la souffrance que le cinéma peut provoquer. Car le cinéma est un art qui doit se respecter, où tout contrôler est quasiment impossible et qui est parfois fragilisé, mis en péril par la prétention de certains studios, de certains réalisateurs. Mais même sans tout ça, le film est un morceau de bravoure magnifique, déjà de par sa beauté esthétique époustouflante, de sa photographie léchée, nécessaire vu son sujet principal. Puis, si les personnages servent surtout chacun une fonction principale, ils remplissent tous parfaitement leur rôle, admirablement bien servis par leurs interprètes respectifs, à commencer par Daniel Kaluuya, que j'apprécie beaucoup, toujours aussi bon pour jouer le mec blasé, c'est le moins que l'on puisse dire.
Nope, c'est du grand spectacle. Un blockbuster de SF horrifique avec du coffre et du cœur, intéressant à de multiples niveaux, sur lequel il y a bien plus à dire que ce que je viens de faire en quelques minutes. Nous en reparlerons peut-être plus tard dans une vidéo dédiée, mais en attendant, c'est bien sûr l'un de mes tops de l'année. Retour en Corée du Sud pour un nouveau changement radical d'ambiance et de style avec Project Wolf Hunting de Hong Soon Kim. Des dizaines de détenus coréens aux Philippines doivent être rapatriés en Corée pour y être incarcérés. Pour ce faire, ils sont pris en charge par des policiers et emmenés via un énorme cargo. Sauf qu'en plus de ces détenus, un autre passager mystérieux, à l'aspect cadavérique, inanimé et dissimulé à la police, fait également partie du voyage. Bien sûr, tout cela va partir sérieusement en course-sucette. Le gang de l'un des détenus envahit le cargo pour libérer tous les prisonniers et ils ne font pas dans la dentelle puisqu'ils massacrent tous les flics ou membres de l'équipage qu'ils croisent sans la moindre pitié. Tout ça vire au bain de sang et presque tous les policiers ont été décimés quand c'est au tour de notre invité surprise de débarquer, réveillé par le sang qui a coulé sur sa tronche pendant qu'il dormait, et se met à son tour à démolir tout le monde avec des coups dignes de Story of Ricky, tout aussi gore mais de façon plus sérieuse. Car oui, vous l'aurez sans doute remarqué, mais Project Wolf Hunting, c'est super brutal, gore à souhait, le sang gicle à gogo, et nous avons droit à tout un tas de personnages sanguinaires enclins à la violence gratuite pour le plus grand plaisir du spectateur venu voir des gens se faire trucider. Le body count du film est donc très élevé, et ce carnage représente une très grosse partie de l'action qui nous sera proposée, une action furieuse qui n'arrête jamais, crade, vulgaire, exagérée, mais traitée de façon très sérieuse. Et forcément, vous commencez à me connaître, j'adore ça. J'ai clairement eu ma dose d'hémoglobine tant désirée avec ce film. Alors oui, le film a plusieurs défauts qui l'ont empêché de tout simplement finir numéro 1, la place qu'il aurait pu avoir dans mon cœur. S'il n'était pas inutilement long et n'avait pas son dernier tiers sur les expérimentations militaires et gouvernementales qui ont donné naissance à notre monstre et à d'autres super individus qui vont se révéler l'un après l'autre, qui transforment tout à coup le film d'action gore qu'on nous proposait en film de super-héros du dimanche. Ce dernier tiers m'a un petit peu gêné et je n'aurais pas dit non à ce que le film reste simplement un divertissement super brutal qui m'a parfaitement éclaté. Puis, j'adore certains personnages vraiment ignobles du film, comme ce chef de gang un petit peu yakuza dans le style, exagérément cruel, qui en fait des caisses, mais j'ai adoré ça. Voilà un film qui ne fait pas dans la dentelle, ne cherche pas d'excuses à sa vulgarité et sa violence extrême, ça fait du bien parfois, un peu dans l'esprit de The Sadness l'année dernière. Puis, il est plutôt joli, plutôt bien filmé, les meurtres sont bien sûr stylés, nous avons droit à quelques fusillades bien cool en début de métrage. Bref, voyez ce spectacle sanguinaire, faites-moi confiance, et dédicace à Nino et Vito, deux enfants que j'ai probablement traumatisés à vie en leur en montrant quelques images. Honte à moi. Ou pas. Je me suis déjà exprimé sur Barbarian de Zach Greger sur la chaîne en expliquant à quel point ça avait été une claque pour moi à tous les niveaux. J'ai eu la chance de le voir au cinéma à Lexington aux États-Unis et je ne m'attendais pas à voir un tel spectacle sur grand écran. J'y étais allé un petit peu par hasard. Et quel hasard! Nous y suivons au départ une jeune femme qui débarque dans son Airbnb, dans un des bas quartiers de Détroit, et qui constate que quelqu'un d'autre s'y trouve déjà. Même si la soirée commence déjà bizarrement, les deux nouveaux colocataires vont constater qu'il y a tout un réseau de tunnels sous la maison et qu'une sombre présence semble occuper les lieux. Tout ça avant que, quelques jours plus tard, ne débarque le propriétaire de la maison, un acteur en disgrâce après que des journalistes aient révélé son comportement plus qu'incorrect avec une comédienne. Lui aussi va être confronté à l'horreur cachée sous sa demeure. Et c'est assez difficile de parler de Barbarian sans trop en dire, puisque le film est composé de plusieurs récits qui finissent par se rejoindre de façon totalement logique, mais parler d'un de ces récits risque de donner des informations sur les autres. C'est probablement pas très clair dit comme ça, mais je me comprends. Toujours est-il que Barbarian contient quelques moments purement terrifiants et l'une des créatures les plus effrayantes de l'année. Pourtant, il est aussi souvent drôle, emploie le second degré à la perfection, ce qui permet au grotesque de son intrigue de fonctionner encore mieux sans pour autant perdre en impact. Puis, il bénéficie d'une distribution 5 étoiles pour tout amateur de cinéma d'horreur américain, avec Bill Skarsgård, mon pote Richard Brake ou encore Justin Long, tous des habitués de notre genre préféré. Et enfin, il nous propose bien entendu un discours très MeToo, mais le délivre de façon aussi originale que brutale pour notre plus grand plaisir. Outre l'histoire de cet acteur qui vient nous faire penser à plus d'un titre à l'affaire Weinstein, jusqu'au nom de la journaliste qui révèle son comportement au monde, nous avons cet antagoniste, véritable vision de la femme telle que la société conservatrice la conçoit. Juste bonne à faire des enfants, à rester chez elle et à se taire.
C'est donc bien à une caricature, aussi bien dans le fond que dans la forme, que nous avons affaire avec ce monstre, qui terrifie le spectateur durant tout le métrage, avant de presque l'attendrir, quand la véritable nature de notre comédien agresseur, qui cherche à se faire bien voir jusqu'à la dernière seconde, ne soit révélée et ne ridiculise alors la monstruosité que représentait notre antagoniste, jusqu'ici. Mais dans Barbarian, tout ne termine pas si mal, et dans un ultime élan de brutalité, justice est rendue, aussi bien pour notre personnage principal que pour le spectateur normalement énervé par la tournure des événements. Nous passons par un panel d'émotions très différentes dans Barbarian, et toutes sont tout à fait réussies. Vraiment un authentique tour de force et un coup de maître, une œuvre dont on n'a pas fini de parler. Allez, un petit peu de chauvinisme n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Mais j'ai été complètement conquis par le film belge Mégalomaniac, du camarade Karim Ouelhage, dont je vous parlais déjà dans mon top 10 du bif. Je le résumais alors en quelques mots. C'est certainement le maniaque belge. Et ça veut tout dire. Nous y suivons les deux enfants du dépeceur de Mons, un tueur en série qui a véritablement existé et qui n'a jamais été arrêté, dont nous ne connaissons donc pas la véritable identité, et nous assistons à leur quotidien sinistre, témoin du lien invisible qui les unit à leur père. Nous suivons d'ailleurs plus précisément Martha, qui, alors que son frère marche sur les traces de leur père et continue son œuvre macabre, elle est femme de ménage dans une usine et est constamment agressée sexuellement et violée par deux collègues, tandis que le troisième reste muet malgré sa connaissance des faits. Cette routine pour le moins sordide et injuste, couplée à des difficultés sociales et intellectuelles, vont conduire Martha à elle aussi vouloir exister à travers la violence et le meurtre. Vous l'aurez sans doute déjà compris, mais Mégalomaniac n'est pas un film fait pour tout le monde. Violent, pessimiste, sale, sordide à tous les niveaux, les événements qui sont dépeints par le film ne laissent aucune trace à la joie ou à l'espoir, jusqu'à sa photographie terne et sinistre, parfaitement à propos, et qui vient donner au paysage du Hainaut une teinte particulièrement maussade. Rien dans le film ne peut sauver Martha, personne ne lui viendra jamais en aide, et aucune porte de sortie ne lui est jamais vraiment proposée. À travers cette fatalité, Mégalomaniac nous donne sa vision de notre société, très patriarcale, où la figure de l'homme joue forcément un rôle crucial dans l'évolution de la femme. Son père et son frère sont des tueurs, ses collègues la traitent comme un sac de viande, sans émotion. L'autorité non plus n'a pas de prise sur cet univers. Malgré les meurtres et les enlèvements commis par le frère de Martha ou les agressions qu'elle subit, jamais la police ne pointera le bout de son nez, et personne ne peut espérer se voir sauvé par les forces de l'ordre ici. Il y a bien cette assistante sociale, la seule à vraiment essayer de l'aider, mais qui a les mains liées et qui représente bien ce système qui ne fait rien pour aider ces marginaux à s'en sortir, ce qui vient ajouter encore un petit peu de fatalisme à l'ensemble. Pour finir, le travail sur le son est incroyable et viendra aider le film à vous remuer les tripes avec ses basses profondes et ses effets dérangeants, de même que les jeux de ses comédiens qui réussissent parfaitement à tenir leur rôle pourtant délicat étant donné la nature de leurs personnages, de ce qu'ils commettent et subissent. En bref, Mégalomaniac est un film profondément dépressif qui vous laissera forcément un arrière-goût amer, et c'est le but. Il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais pour vous donner un bon coup de poing en plein dans l'estomac, et ça fait du bien de vivre ce genre d'émotion au cinéma. Le fait que ce soit un film belge ne fait qu'amplifier encore mon respect pour cette œuvre folle, authentique révélation pour moi, et j'attends avec impatience les prochains travaux de Karim Ouelhage, assurément un nom à surveiller de très très près. Et voilà, c'était mon top 10 des films d'horreur de 2022, et franchement, c'était une nouvelle fois un très bon cru. Comme dit en début de vidéo, c'était vraiment difficile à faire, j'aurais pu y ajouter facilement 10 autres films, mais voilà, je me suis plié à l'exercice du top 10 et j'ai déjà un petit peu triché, donc on se contentera de ça. Comme d'habitude, ne prenez pas la mouche si vous n'êtes pas d'accord avec cette liste, et donnez la vôtre en commentaire, c'est plus constructif. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Bonne année 2023 à toutes et tous, et merci encore de me suivre après tout ce temps.